Et on peut accueillir Raphaël Rollier. Raphaël s'occupe de l'innovation et de la transformation digitale pour le segment PME chez Swisscom. Et il le fait depuis 4 ans. Raphaël Rollier va nous parler de la digitalisation des services de l'attractivité des entreprises. Bonjour et merci pour l'invitation à discuter effectivement de la digitalisation. C'est bien puisque le mot est revenu dans le débat, donc ça tombe bien, même si j'ai pris une boîte en carton aujourd'hui, vous verrez, j'introduirai à la fin. Donc, le digital n'est pas que numérique. Et puis, pour rebondir aussi, j'ai pris 3 opportunités d'améliorer l'attractivité de son entreprise. Donc je ne suis pas américain, mais je dois avoir un cerveau un peu américain, puisque je pense que garder ça à 3, c'est bien. D'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps, plus de temps à réfléchir à de quoi j'allais vous parler, à monter les slides. Parce que donc, le challenge était élevé pour moi de faire le lien, et j'espère qu'il vous convaincra. On pourra en débattre après. Et du coup, j'ai pris l'angle de la culture, qui est venue aussi beaucoup, et la culture digitale. Parce que moi, je l'appelle, et vous verrez, il y aura certaines notions que vous avez présentées avant qui, pour moi, j'englobe ça principalement dans la culture digitale. Et en base d'introduction aussi, ce que j'ai pris comme, puisqu'il me fallait une photo de départ, c'est les bureaux qu'on a chez Swisscom à la Genfergasse, qui sont très colorés. Et ce que je trouve assez intéressant quand je parle à des entreprises qui sont dans cette transition numérique, et il y en a quand même un certain nombre, souvent, ils intègrent aussi la notion de transformation de l'espace avec ça. Et je pense que c'est finalement assez lié, parce que les employés ont aussi envie de travailler différemment. On parle collaboration. Si je prends, on avait une personne de la CVCI où j'avais fait un suivi avec eux, notamment, où en même temps qu'on avait un projet de transformation numérique, on avait ce fameux Work Smart où vous cassiez les murs. Donc voilà, et ça se retrouve dans plusieurs entreprises. J'ai une fois à Berne, donc. À Berne, c'est ça, à Berne, ouais, juste. On a 2-3 salles à Lausanne aussi qui sont colorées, mais voilà, on a des magnifiques locaux assez historiques à côté de la gare où tout a été remanié de cette manière. Et puis là-dessus, en fait, j'ai une anecdote d'un ami hier qui m'a parlé, parce que quand on voit ce type de locaux, on pense à Google, qui était précurseur à faire ça. Et en fait, cette semaine, il y avait le forum EPFL pour essayer de présenter ces entreprises. Et mon ami avait une présentation, il est dirigeant dans une entreprise de conseil de 300 personnes, donc une bonne PME active dans le conseil stratégique. Et il se trouve que sa session de présentation aux étudiants était en même temps que celle de Google. Et on voit en termes d'attractivité, la session Google était pleine. Et en fait, il avait dans sa session à lui une dizaine de personnes qui probablement étaient ceux qui n'avaient pas pu rentrer dans la salle de Google et puis par défaut étaient venus le voir. Donc, on voit que voilà, on peut débattre de ces sociétés américaines, mais en termes d'attractivité pour les employés, en fait, ils ont quand même bien compris la chose, puisqu'en tout cas, ils arrivent à les attirer. Grâce notamment à un espace de travail assez sympathique. Voilà pour l'espace. Donc, ce que je voulais faire dans mes 3 points, j'ai repris l'étude qui a été envoyée en prenant certains des critères qui sont venus. J'en ai choisi 3 pour exprimer justement cet enjeu et ce que le digital peut amener en termes d'attractivité pour les employés. La première m'a envoyé la contribution d'entreprise à la société. Le deuxième, le droit à l'erreur, et puis finalement l'épanouissement personnel. Donc, j'ai pris ces trois points, puis je voulais maintenant les exposer avec 3 exemples. Pour être simple. Si on prend le premier, contribution de l'entreprise à la société, donc ce qu'on voit, c'est que la transition numérique permet, je vais regarder ici, comme ça je me tourne. Ici, je suis dans l'agilité aussi, j'essaie de voir comment utiliser l'espace au mieux. Ça permet de faire évoluer les métiers et la mission de l'entreprise, justement. Et puis ça me permet d'avoir une petite introduction quand même, ce que pour moi j'entends dans une transition numérique, c'est-à-dire que c'est le fait d'intégrer de la technologie numérique pour 3 choses. Soit pour améliorer l'expérience client, pour améliorer les processus, ou alors ce que beaucoup de gens parlent en ce moment, c'est le changement de modèle d'affaires. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on se lève rarement le matin quand on est une PME traditionnelle et qu'on n'est pas une start-up en se disant « je change mon modèle d'affaires ». Et ce qui se passe, et après j'en ai un exemple, c'est qu'on est plutôt soit à travailler sur l'expérience client ou alors sur l'optimisation des processus,
sachant qu'on doit travailler sur les deux. Si je prends l'exemple des shops Swisscom, par exemple, où on avait introduit, pour ceux qui y sont allés de temps en temps, des iPads avec des personnes qui vous accueillent. Donc on a commencé par une amélioration de l'expérience client sans forcément travailler sur les processus. Et ça a vite atteint les limites finalement de cette numérisation, parce que si on n'a pas derrière tous les systèmes qui font qu'on peut servir efficacement le client, ça ne fonctionne pas. Si on est proche du client, on prend ses demandes, mais qu'après, pour aller faire la manipulation, il faut revenir au bureau, ce n'est pas optimal. Donc on voit qu'il faut travailler sur les deux axes, puis ça peut faire émerger de nouveaux modèles d'affaires. Donc l'exemple que j'ai choisi de prendre, c'est la société Medela. Qui connaît la société Medela? Une personne. Okay. C'est la même. J'ai pris les mêmes exemples à Lavassade. Je pensais qu'il y avait, pour les soins à domicile, il n'y avait pas beaucoup plus de monde. Mais pour ceux qui viennent d'avoir des enfants, ce qui n'est pas a priori le cas ici, c'est une statistique. On va pas se dire le tout. Ce qui n'est pas mon cas non plus. En fait, c'est une PME suisse, mais suisse-allemande, moins connue ici, qui fabrique des tire-laits, qui est un des leaders mondiaux dans les tire-laits. Et puis, ce qu'ils ont fait, et ce que je trouve intéressant dans cette manière de transformer leur entreprise, c'est que la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une application mobile, puisqu'au départ, ils vendaient un produit très spécifique, un tire-lait, plus quelques accessoires. Ils se sont dit, on va pouvoir se rapprocher du client et mieux comprendre son client en démarrant avec une application mobile, qui vont leur donner des conseils en amont aux femmes avant la naissance et puis après la naissance. Et ils sont très actifs, notamment sur le marché américain où ça a extrêmement bien pris, parce que contrairement à la Suisse et à l'Europe où on a un réseau de puériculture qui est assez bien établi, en Amérique, les femmes, enfin les futures mères sont assez livrées à elles-mêmes quand ils sont en train d'avoir un enfant. Et donc, ils ont démarré ça par le fait d'étendre leur contact client. Et surtout, ça leur a permis d'avoir un contact direct avec les clients, parce qu'en fait, avant, ils vendaient leur tire-lait à travers des distributeurs, donc ils n'avaient pas l'accès direct à leur client final. Ils arrivaient à faire là, puis en plus de l'avoir sur une période de 12-24 mois en fonction de l'utilisation. Ça a très bien fonctionné, puisqu'ils ont eu plus d'1 million de téléchargements la dernière fois que j'avais checké, qui était il y a 6 mois. Donc ça a bien fonctionné. Puis après, ils ont fait, donc ça c'est plutôt pour travailler sur l'expérience client, améliorer le fait que la mère se trouve plus seule. Puis ils ont passé à la deuxième étape, et c'est là aussi, parce que je fais pas mal de présentations aussi sur ce fameux Internet des objets, où on est en train de tout connecter, les fers à repasser, les télévisions, etc. Mais souvent on se demande pourquoi on le fait. Et dans le cas de Medela, c'est aussi assez intéressant, parce qu'en travaillant après sur les processus, ce qui se passe, c'est que dans l'application mobile qui donnait des conseils, on demande aussi aux parents d'y mettre des informations sur la fréquence d'utilisation du tire-lait, sur la croissance de l'enfant, et tout se faisait manuellement. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut faire, puisque quand on va voir sa puéricultrice, son médecin, il faut avoir ces informations et les fournir. Et donc, la deuxième étape a été d'introduire des tire-laits connectés pour simplifier finalement la remontée d'informations et la rendre automatique. Donc, le tire-lait permettait directement de donner les informations qui étaient évidemment mis avec un complément avec d'autres choses. Et puis, c'est là où justement, je pense pour une entreprise traditionnelle, et le cadre, à mon avis, peut s'intégrer dans des réflexions stratégiques que vous avez sur vos sociétés elles-mêmes, c'est qu'au moment où on fait cette étape, et vous imaginez bien, si on a plus d'1 million d'applications qui remontent automatiquement l'information pour toutes ces mères sur les fréquences d'utilisation du tire-lait, sur la croissance de l'enfant, on peut commencer à se poser la question de changement de modèle d'affaires en valorisant tout ça. Et dans le cas, un exemple concret sur lequel Medela probablement travaille, en tout cas il y avait une piste à l'époque, c'était de se dire, dans l'application, à un moment donné, après statistiquement 3-4 semaines, l'application vous disait qu'il serait peut-être intéressant de commencer à introduire du lait en poudre pour compléter l'alimentation. En faisant de ce fameux big data ou en développant des algorithmes sur toutes les données qui sont là, ils vont pouvoir fournir un nouveau service à la mère qui sera très précisément de lui dire à quel moment il est adéquat d'introduire du lait en poudre pour continuer à faire croître son enfant.
Et donc pourquoi j'ai pris cet exemple-là, au-delà de parler du numérique et du cheminement, c'est qu'on voit que ça peut aussi changer la perspective de l'entreprise. On passe d'une entreprise qui fabriquait les meilleurs tire-laits du monde à une entreprise qui peut aller sur des solutions thérapeutiques pour accompagner la mère et assurer la croissance de l'enfant. Ce qui peut aussi permettre d'attirer des nouveaux profils qu'on a besoin, puisque finalement, Medela devient une entreprise qui avant fabriquait du hardware, et maintenant on aura une bonne moitié de l'entreprise probablement à terme qui sera dans le software. Donc il faut attirer ces gens-là, et je pense que la mission de dire venez chez Medela parce que vous serez capable d'aider les enfants à mieux grandir, c'est une mission qui est plus large que la mission qu'ils avaient de départ. Donc voilà, on voit qu'on peut élargir finalement sa mission grâce au numérique et puis la rendre plus intéressante et plus attractive pour chercher des talents qu'on a besoin. Voilà, deuxième point, la transition numérique fait évoluer les méthodes de travail. Et là, je vais être assez proche de ce que vous avez montré avant, notamment en prenant, si je rebondis sur l'étude, sur le droit à l'erreur. Et je pense que là aussi, le numérique peut aider. Et d'abord, avant de prendre l'exemple, j'ai pris finalement ce que pour moi constitue la culture numérique sur 5 points qui sont revenus dans beaucoup de discussions. La première, clairement, la perspective client. On peut mieux comprendre son client. On le voit, Medela, en lançant une application mobile, a pu avoir un accès direct aux maires et puis une interaction et des données, qui, dans notre économie de la donnée, peut aider. On a la deuxième notion d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on peut tester plus rapidement, on peut apprendre, et puis elle est très liée avec l'agilité, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir aller par étapes, et comme on a une perspective client et un lien client plus direct, on va pouvoir vérifier si effectivement ce qu'on a fait correspond à ce qu'a besoin le client. Et puis les deux derniers points qui sont aussi très importants, mais après je vais prendre des exemples plutôt sur ce duo, et qui revenaient de ce que disait Michel finalement, c'est qu'en termes avant, le management avait beaucoup d'informations qu'il gardait pour lui. Maintenant, il faut être dans le partage et l'inclusion, parce qu'en fait l'information, elle est partout. D'ailleurs, tout le monde peut s'éduquer, aller sur Internet. Donc l'enjeu, il n'est plus de garder l'information pour garder le pouvoir, mais il est plutôt l'expertise qu'on a. D'ailleurs, c'est ça qu'on doit plutôt montrer, d'où le fait qu'il faut attirer les talents, parce que c'est l'expertise qui a de la valeur, et c'est plus l'information qu'on veut garder, puisqu'elle est partout. Et puis le dernier point qui est très fort dans le numérique, c'est le fait de travailler en écosystème, parce qu'on ne peut plus tout faire soi-même. Quand on voit même un Medela, donc quand on a ces données, ces millions de données, on va plus pouvoir... ils ne vont pas pouvoir engager suffisamment de data scientists pour être capables de gérer ça. Donc il va falloir trouver et aller à l'extérieur. Ce qui d'ailleurs me permet de faire un peu de publicité pour le canton de Vaud et la plateforme qu'on a lancée dernièrement. Donc je collaborais avec Raphaël Cons qui a dû malheureusement partir sur Vaud.digital. Donc ça a été lancé à travers Innovo, une plateforme qui cartographie les 300 entités à la fois de recherche et les startups dans le canton de Vaud pour justement aller chercher l'expertise qu'on peut tout simplement plus acquérir à l'intérieur de son entreprise en recrutant du monde. Donc voilà, c'était comme ça permettait aussi de donner une définition un peu de ce que j'entendais par la culture numérique avec ces 5 points. Et pour l'exprimer aussi avec un deuxième exemple sur lequel je planche actuellement, donc c'était facile à prendre, c'est ce que je suis en train de faire avec le canton de Vaud pour les aider à faire le redesign du plan directeur cantonal. Il y a un joli enjeu, parce que c'est à la fois un document stratégique et puis un projet de société. Pour ceux qui ne connaissent pas le plan directeur cantonal, c'est finalement une vision, si je simplifie, une vision à 30 ans ou à 15 ans du territoire, où est-ce qu'on veut mettre des zones industrielles, où est-ce qu'on veut faire ces différentes choses. Et puis c'est pour l'instant un document de 500 pages avec une carte de synthèse, et il y a un peu de numérique, puisqu'ils ont quand même lancé un guichet cartographique, mais qui empile des couches, et impossible d'y rentrer parce qu'il n'y a pas de navigateur, de moteur pour retrouver. Donc, il y a un début de numérisation. Donc, l'idée, c'est dans la refonte du plan directeur de voir comment on peut maintenant intégrer le numérique. Et puis, je voulais mettre en avant la démarche que je trouve intéressante qui prend ces notions, c'est-à-dire qu'ils ont lancé une étude exploratoire dans laquelle on intègre l'utilisateur. Donc, on part
avec des ateliers dans lesquels on va prendre tous les types d'utilisateurs qui sont multiples. On en a répertorié une dizaine d'utilisateurs du plan directeur, que ce soit au niveau politique avec le Grand Conseil, que ce soit avec les syndics qui sont le porte-parole finalement de ce plan directeur, que ce soit les associations propriétaires qui ont aussi un mot à dire, et puis surtout qui sont dans le fait accompli souvent à la fin quand des décisions sont prises, et puis de justement les intégrer dès le départ. Et puis ensuite, on a la partie développement, test, apprendre et ajuster. Puis on voit qu'on est maintenant plus sur des projets où voilà, on va chercher un projet très volumineux, très grand et très complexe, mais on va pouvoir faire ça par itération. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Et puis j'ai pris deux dessins ici, deux photos des ateliers. Donc on en a fait 5. En utilisant le fameux Value Proposition Canva, dans lequel je fais aussi de la publicité et qui a été développé à l'Université de Lausanne et que je vous conseille. Il est super efficace, je viens de faire 7 workshops avec ça. Je le connais par cœur, j'aurais de la nuit. Mais ça permet justement de rentrer par les tâches, les activités clients, quels sont les problèmes, mais aussi les gains et les attentes. Quand on revenait sur les cailloux, je pense que la réflexion aussi, oui, les cailloux c'est bien, mais qu'est-ce que les gens attendent, c'est aussi une bonne autre perspective à venir. Souvent d'ailleurs les deux sont assez similaires parfois, avant d'aller sur la proposition de valeur. Et puis ce que je trouve bien dans cette approche, c'est aussi de confronter les perspectives. Donc ça a très bien marché. On a fait ça sur 5 ateliers pour avoir tous les utilisateurs possibles et pour faire émerger un certain nombre de solutions ensemble. Et puis, quand on revient sur le droit à l'erreur, ça le simplifie aussi, surtout pour ceux qui connaissent ou qui travaillent avec le canton de Vaud, et c'est normal, c'est pas non plus l'entité qui va prendre les plus gros risques, mais ça s'explique aussi. Et du coup, si on avait ici, comme à l'époque, des gros projets où finalement on budgète 1 million pour refaire le plan directeur cantonal en termes de produits, la décision elle sera difficile. Dans le cas de cette nouvelle approche, finalement, on aura quand même une décision de ce qu'ils appellent l'ACV, l'administration cantonale vaudoise, mais elle sera, à mon avis, plus simple à prendre, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer un certain nombre de solutions et un espèce de roadmap de ce qui va être fait, qui en plus sera facile à justifier, puisqu'on l'aura fait avec les utilisateurs. Donc on viendra avec des solutions qui émanent des utilisateurs eux-mêmes, et puis le message aussi, c'est qu'on va leur dire on va continuer d'apprendre. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du plan directeur, on avait dans chaque atelier au moins 2 ou 3 représentants des villes, soit municipales ou syndiques. Et du coup, quand on développera l'outil, ensuite, on aura ces gens-là qu'on pourra reprendre et puis on pourra leur faire tester. Comme vous le montrez avec ces prototypages, on est exactement là-dedans. On va prototyper, reprendre cette communauté de 60 personnes qui ont été mobilisées pour ça pendant 3 heures pour s'assurer que ça correspond bien. Et du coup, on pourra toujours ajuster. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai pris ça dans cette notion de l'échec. Il y a une manière très forte maintenant de réduire ce risque à l'échec en procédant de cette manière. Voilà, troisième point. La transition numérique permet de développer l'intrapreneuriat. Donc aussi une autre piste, on a parlé un peu des startups, et oui, on ne peut pas l'être, on peut l'être. Ce qu'on a fait chez Swisscom, c'est essayer d'introduire cet esprit startup, mais de manière structurée. C'est pas simple. Et pour ce faire... Voilà, donc ça revient à l'épanouissement personnel. Je l'ai relié à ça parce que finalement, si on a plein d'idées dans une entreprise, mais qu'on ne structure pas la manière dont ces idées peuvent être remontées et implémentées, il ne se passe souvent rien. Et c'est ça qui est une des causes, à mon avis, de frustration, parce que si on a une super idée pour améliorer un processus, lancer un nouveau projet, si on arrive à structurer la manière de le faire émerger, je pense que la personne sera très contente et puis portera ça avec les fameux mots qu'on avait, passion, et qui ressortiront. Donc pour ce faire, on a ce programme Kickbox. C'est pour ça que j'ai emmené ceux qui veulent après le voir avec moi, qui constitue 3 boîtes. J'expliquerai après les 3 boîtes après, avec un espèce de kit de survie pour démarrer son idée, dont une capsule de café, mais ça c'est plus pour sur des ongles à le faire, mais aussi un certain nombre d'instructions, d'outils justement un peu liés au business model Canva et des choses qui ont été présentées pour finalement aider la personne qui a eu l'idée à lancer ça.
Donc toute personne actuellement chez Swisscom peut obtenir, si elle a une bonne idée, une boîte comme ça rouge et puis commencer à travailler dessus. Et après, on a commencé à structurer la méthode, sachant aussi que ça a été d'abord lancé par Adobe. Et on l'a repris, puis d'ailleurs maintenant on a des collaborations avec eux pour continuer à l'améliorer. Mais en premier lieu, c'était ceux qui font les lecteurs PDF qui l'ont mis en place. Et donc on a cette première boîte, puis ça revient à cette notion d'agilité que je mentionnais avant dans le numérique, qu'on peut faire de manière plus rapide, avec un premier pas où il faut aussi leur laisser un temps, mais pas un temps éternel, parce que sinon ils vont pouvoir brainstormer pendant des mois et des mois. Mais ils ont, clairement avec cette boîte, ils ont 2 mois, 1000 francs de budget, parce qu'il faut avoir un petit budget peut-être pour faire une étude de marché, acheter des livres, rien que ça. Par exemple, d'acheter des livres sur l'entreprise libérée, si c'était l'idée. Et puis 20% du temps. Donc à la fois un peu de budget et du temps. Et ensuite, il y a un comité qui regarde ça. Puis ensuite, on passe à la deuxième phase de test, où là, il y a un peu plus de temps. Le budget est plus variable parce qu'il doit être contextualisé au type de projet, évidemment. Mais il est entre 10 000 et 30 000 francs. Et puis le temps aussi, on a laissé pour l'instant flexible parce qu'on est aussi en mode d'apprentissage. Donc on verra comment on doit après adapter ça. Mais là, tout n'est pas fixé. Et puis on a encore moins de règles là-dessus, mais on a déjà 6 projets qui sont arrivés au stade d'implémentation où il s'agit là maintenant de le lancer sous différentes formes. Ça peut être une nouvelle business unit chez Swisscom, ça peut être une spin-off séparée, ou ça peut simplement être un nouveau produit intégré. Et puis la personne qui a porté le projet, souvent elle change de fonction finalement grâce à ça. Et l'autre chose qui je trouve intéressant d'ailleurs, que j'ai participé à une de ces sessions, c'est aussi, notamment par rapport à la reconnaissance personnelle, c'est qu'à chacun de ces milestones, ou ces jalons en français, il y a une journée de démonstration où les projets sont présentés devant le management, mais aussi tout employé qui souhaite venir. Et puis voilà, c'est assez festif aussi parce qu'on le fait, encore une fois, relié au lieu, on le fait dans des lieux un peu sympathiques. Pour ceux qui sont passés à Zurich, il y a l'accélérateur Kickstart, où ils ont des locaux chez EVZ, le service industriel, où ils ont remanié tout un local de manière très sympathique. Ben voilà, on sort dans ces lieux-là pour faire les démos aussi, ce qui est important. Un exemple de ce qui est ressorti et puis qui montre, voilà, ça permet une nouvelle manière de générer de l'innovation. Il y a 3 ans en arrière, Swisscom se posait un certain nombre de questions sur les drones. Moi, j'avais été beaucoup interpellé. On a la chance à l'EPFL d'avoir Simon Johnson et d'autres qui sont très actifs là-dessus. Puis évidemment, ils voyaient le lien avec un opérateur de pouvoir faire quelque chose. Et finalement, il n'y arrivait rien qui se faisait. Maintenant, on devient très actif là-dessus au travers justement de ce programme Kickbox où il y a 2 personnes du consulting d'ailleurs, et puis maintenant ils sont dans un développement produit, qui sont venus puis qui ont lancé l'idée de pouvoir détecter et créer des zones de défense anti-drone, notamment pour des événements. Puisque, dès qu'on met Paléo par exemple, je pense qu'ils ne sont pas très contents s'il y a des drones qui viennent quand il y a, je sais pas, 40 000 personnes qui se trouvent dans le lieu. Donc on est en train de développer, puis on est déjà, donc ils sont à la 3, ils ont atteint la 2e phase, c'est-à-dire qu'ils ont un prototype qu'ils ont installé d'ailleurs sur leur balcon. Et puis, ils vont passer à la phase d'industrialisation de la chose, qui n'est pas non plus gagnée d'avance, mais voilà, ça a permis en tout cas d'émerger et de canaliser ce projet. Voilà, et en guise de conclusion, je finis par cette vision-là où je pense justement il faut pouvoir construire ça pas à pas. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois puis que je l'observe chez Swisscom, c'est-à-dire qu'on met les blocs les uns après les autres et puis on est encore une fois dans le testage et puis de l'apprentissage en se disant voilà, on n'arrivait pas parce que Swisscom a essayé de X fois de créer de l'innovation même par le haut. Des fois on a créé de l'innovation par la copie, on a essayé de lancer le WhatsApp Swisscom avec IO qui a été un flop complet. Donc on a essayé, et maintenant on essaye l'inverse qui fonctionne, qui semble vraiment fonctionner, du bottom-up où finalement c'est les employés qui peuvent prendre cette boîte et puis aller de l'avant. Voilà. Et donc voilà, ma proposition est de dire qu'il faut saisir les opportunités de ce monde hyper connecté parce qu'il est à la fois une opportunité pour l'entreprise mais aussi d'attirer les talents qui auront envie de venir dans votre entreprise si vous faites les choses comme ça. Merci.